bienvenue. Imaginez un entraînement qui non seulement booste l'endurance de jeunes athlètes, mais qui en plus pourrait limiter la casse musculaire après un effort intense. C'est la promesse assez étonnante d'une recherche qu'on explore aujourd'hui. Notre source, c'est un article scientifique assez pointu, Effects of High Intensity Interval Training in Normobaric Hypoxia, et ça continue, sur la performance aérobie et la fatigue chez de jeunes biathlètes. C'est d'Alexandra Zowrowska et son équipe, publié dans le Journal of Sport Science and Medicine en 2025. Alors, notre mission, voir si s'entraîner en altitude simulée, donc avec moins d'oxygène, ça change vraiment quelque chose pour ces jeunes. On va décrypter ça ensemble. Le biathlon, bon, on sait, c'est ce mix de ski de fond et de tir. L'endurance, c'est la clé. Le HIIT, l'entraînement fractionné à haute intensité, on connaît ses bénéfices. Mais là, la question c'est, qu'est-ce qui se passe si on fait ce HIIT en respirant un air moins riche en oxygène, un peu comme si on était à 2600 mètres? C'est exactement ça. L'étude a pris 12 jeunes biathlètes, 16 ans en moyenne. Ils ont suivi 2 protocoles de HIIT sur 3 semaines chacun. Un protocole en conditions normales, on dit normoxie, et l'autre en hypoxie normobar, c'est-à-dire moins d'oxygène, une FiO2 de 15,2%, simulant 2600 mètres, mais à pression normale. Et bien sûr, une période de repos entre les deux. Le HIIT lui-même, c'était de la course et de la simulation de poussée sur les bras, un entraînement assez complet. D'accord. Et alors, les résultats sur la performance pure? C'est là que ça devient vraiment intéressant, non? Oui, tout à fait. On a observé une amélioration claire du VO2 pic, la consommation maximale d'oxygène après les 3 semaines en hypoxie, par rapport à avant. Ok, ça c'est déjà pas mal. Mais ce qui est peut-être plus parlant encore, c'est le VO2 au seuil lactique. Ça mesure l'intensité qu'on peut tenir longtemps. Et là aussi, amélioration significative après l'hypoxie. Et cette amélioration était plus marquée qu'après le même entraînement en air normal. La puissance max, elle, a progressé dans les deux cas, mais ce gain spécifique en endurance aérobie, il ressort vraiment du côté hypoxie. Fascinant. Mais comment ça s'explique? L'étude donne des indices sur les mécanismes? Au niveau du sang, par exemple. Alors oui, ils ont regardé, on voit une augmentation de la concentration d'hémoglobine après l'entraînement en hypoxie. L'hémoglobine, c'est la protéine qui transporte l'oxygène. D'accord. Par contre, attention, le nombre total de globules rouges, lui, n'a pas forcément explosé. L'interaction était significative, mais sans augmentation nette après l'hypoxie. Ça suggère que l'effet sur 3 semaines pourrait être lié, au moins en partie, à une concentration du sang, une hémoconcentration, plutôt qu'à une grosse production de nouveaux globules rouges. D'accord, donc plus une optimisation de ce qui est là qu'une vraie nouvelle production massive à ce stade. C'est une piste, oui. Et au niveau moléculaire, pas de grands changements sur IGF-1-alpha, qui est un peu le chef d'orchestre de l'adaptation à l'hypoxie. Mais, et c'est intéressant, une augmentation du VEFG après l'effort suite à l'entraînement hypoxique. VVF, ça me dit quelque chose. Oui, c'est le facteur de croissance de l'endothélium vasculaire. En gros, ça stimule la création de nouveaux petits vaisseaux sanguins, l'angiogénèse. Donc potentiellement, un meilleur réseau pour amener l'oxygène aux muscles. Ah, d'accord. Meilleure performance via plus de tuyauterie en quelque sorte. Mais l'autre point qui m'a surprise, c'est l'effet sur la fatigue et les dommages musculaires. S'entraîner avec moins d'oxygène, ça pourrait protéger les muscles. Ça semble un peu paradoxal, non? Bah oui, on pourrait le penser. Mais c'est ce que les données semblent indiquer. Ils ont mesuré des marqueurs comme la créatine kinase, la CK, et la myoglobine, la MB. Oui. Et le résultat clé, c'est des niveaux de myoglobine significativement plus bas dans le sang après l'effort quand l'entraînement était fait en hypoxie par rapport à l'entraînement normal, et même avant l'entraînement hypoxique. Pour la CK, il y avait aussi une tendance à la baisse après l'hypoxie comparée à la normoxie. C'était juste à la limite de la signification statistique, mais avec une taille d'effet notable. Moins de fuite de ces molécules hors des muscles, donc ça suggère moins de dégâts. Moins de dégâts. Et l'inflammation dans tout ça? Ça va dans le même sens. Des niveaux plus bas de certaines cytokines pro-inflammatoires, comme l'IL-6 ou le TNF-alpha, après l'effort suite à l'entraînement en hypoxie comparé à l'entraînement normal. Le corps semble, moins s'enflammer en réponse à l'effort intense après cette adaptation à l'hypoxie. Peut-être une réponse protectrice ou une meilleure gestion du stress? D'accord. Donc si on résume ce protocole spécifique,
3 semaines de high JIT en hypoxie simulée, non seulement ça a amélioré des indicateurs clés de l'endurance chez ces jeunes biathlètes, mais ça semble aussi avoir eu un effet un peu protecteur en réduisant certains signes de dommages et d'inflammation musculaire après l'exercice. C'est bien ça. C'est une excellente synthèse des résultats principaux. Bien sûr, il faut garder à l'esprit les limites, comme le disent les auteurs eux-mêmes. Petit échantillon, 12 athlètes et 3 semaines, c'est relativement court. Oui, c'est vrai. Pour confirmer tout ça, surtout les adaptations plus profondes comme la production de globules rouges ou les changements dans les mitochondries, il faudrait des études plus longues. Néanmoins, les points forts, c'est vraiment cette double piste. Amélioration de la performance aérobie et, potentiellement, une meilleure résistance à la fatigue musculaire induite par l'exercice. C'est quand même très intéressant pour des sports comme le biathlon. Tout à fait. Pour celles et ceux qui voudraient creuser tous les détails, la référence, c'est donc l'article Effects of High Intensity Interval Training in Normobaric Hypoxia, etc. par Alexandra Zebrowska et ses collègues dans le Journal of Sports Science and Medicine, volume 24 de 2025. Pensez à vous abonner, activer les notifications pour ne pas rater nos prochaines explorations. Et pour finir, une petite question pour la route. Ce type d'entraînement, à la fois stressant et peut-être protecteur, est-ce qu'on pourrait l'imaginer dans d'autres sports ou même pour optimiser la récupération? Voilà de quoi réfléchir.